Welcome everyone to the private stakeholder collaboration, the key to unlocking finance for green growth and resilience. Soyez les bienvenus, tout le monde, pour notre session qui s'appelle Collaboration des parties prenantes privées, la clé du déblocage des financements pour la croissance et la résilience verte. En collaboration avec FSD Afrique, nous voudrions donner la bienvenue et aussi remercier à nos sponsors JP Morgan, Crédit Suisse, Moody's, Citi et ainsi de suite, la Banque interaméricaine de développement et tous les sponsors qui sont sur l'écran. Nous avons tout d'abord quelques annonces à vous faire avant de démarrer. L'interprétation est en direct et se fera vers plusieurs langues. Les personnes peuvent aussi, toutes les sessions seront enregistrées, seront disponibles sur cette application jusqu'au mois de novembre. Les membres des médias, pour toute demande d'interview, veuillez visiter le stand virtuel de Climate Bonds et notre équipe de communication est prête à vous aider. Nous avons aujourd'hui des membres du panel, le directeur de FSD Afrique, Monsieur Marc Napier, nous avons Neza Hayat, Nicolas Mustétea, responsable du changement climatique, Manisha Pulati, conseillère principale, Coalition pour les transitions urbaines, Emmanuel Etaderdi, premier vice-président de la FMDQ. Merci beaucoup à tout le monde d'être ici parmi nous aujourd'hui. Soyez toutes et tous les bienvenus. Bonjour, tous ceux qui sont à Londres, à Casablanca et dans l'hémisphère occidental. Et je répète, bonjour, bonsoir à ceux qui sont dans d'autres endroits de par le monde. Merci d'être ici et de prendre part à cet événement aussi important. Et aussi de prendre part à ce panel et parler de l'Afrique. Nous avons déjà œuvré dans ce domaine il y a très longtemps au Kenya, au Nigeria, mais aussi dans d'autres pays d'Afrique. Et il s'agit d'un parcours assez enthousiasmant. Nous avons vu beaucoup de progrès dans ce programme. Il s'agit d'un point essentiel pour les standards. Et j'estime que ces standards de la CBI soient maintenus pour les investissements verts. C'est particulièrement important de maintenir ces standards de qualité et que l'on puisse maintenir notre travail. Je suis particulièrement reconnaissant à la CBI d'entamer ce travail et de travailler avec nous. Je voudrais maintenant passer à la présentation de les membres de notre panel. Ce serait beaucoup plus intéressant de les écouter que m'écouter à moi-même. Et sans plus de retard, je voudrais donc passer la parole au premier membre du panel. Vous êtes un régulateur et en général, les régulateurs ont une certaine préoccupation, mais ont aussi d'autres responsabilités de développer le marché. Ainsi, je voudrais entendre les propos, des exemples particuliers des mesures prises et promues par l'autorité financière des capitaux au Maroc. Bonjour tout le monde, bonjour Marc, bonjour tout le monde. En effet, il s'agit d'un énorme défi du régulateur d'avoir un équilibre entre les tendances opposées desquelles nous parlons, parce qu'en tant que régulateur, notre mission est celle de protéger les économies et de surveiller les marchés. Mais nous avons également le devoir d'assurer le développement du marché, de la promotion des produits qui, en réponse aux
besoin des marchés des capitaux, car, en fin de compte, le marché est là pour financer l'économie. Nous Nous essayons toujours de chercher un équilibre entre les tendances qui s'opposent et cet équilibre est dynamique. Il n'y a pas une façon magique pour régler ce genre de choses. Il y a une autre dimension. En tant que régulateur, nous cherchons un alignement avec les standards internationaux, mais nous devons également tenir compte des réalités locales de nos marchés et des entités qui sont surveillées. On pourrait peut-être aborder le parcours de la durabilité qui montre de façon assez intéressante comment on a affaire avec ces facteurs et ce que nous faisons pour régler cela. En tant que régulateur, nous devons toujours être à l'écoute de l'écosystème, les acteurs du marché et nous devons également coordonner nos efforts par rapport aux autres formateurs politiques et régulateurs du marché pour qu'on puisse avoir une approche de coordination et pouvoir maintenir le standard de transition pour que la coopération puisse aider vis-à-vis de ces efforts. Très bien. Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples particuliers qui ont été mis en place par le Maroc dont vous êtes fier? Oui, comme je l'ai dit, je peux mentionner l'expérience dans le domaine des finances durables et moi, je parlerai de certains cadres importants et de certains facteurs importants adoptés par le Maroc, qui a adopté la durabilité comme point central de son développement. Cela est dans les institutions et nous avons eu des politiques opérationnelles et aussi des politiques d'énergie assez ambitieuses. Tout ce parcours des finances durables a commencé lors de la COP 22 avec une forte concrétisation de toutes les parties prenantes. Nous avons eu une feuille de route qui a été conclue pour promouvoir la finance durable. Le Maroc, les régulateurs du ministère des Finances, la Banque centrale et d'autres parties prenantes. Et chaque partie prenante a pris la responsabilité d'un engagement. Et nous, en tant que régulateurs, nous avons commencé à mettre en marche des, euh, des mesures et des directives, comment émettre des instruments financiers verts, des titres verts et de durabilité. Récemment, nous avons publié des lignes directrices sur les titres et avec FSD Afrique. Et aussi, nous avons des réglementations pour les finances durables. Par exemple, en 2019, nous avons mis en œuvre le rapport pour les investisseurs et nous avons eu une forte formation et un engagement et nous sommes en collaboration avec la CBI, FST, SD Afrique et nous avons organisé deux ateliers cette année, l'un avec les acteurs financiers pour qu'ils produisent les avis de deuxième partie dans ces domaines et ainsi nous avons pu concrétiser et promouvoir les aspects pratiques pour l'émission des titres verts. Ce qui est important de vous dire, c'est que cet effort du développement de la finance durable n'est pas tout simplement de suivre la mode comme les autres et de dire que nous avons fait ceci ou cela, mais il s'agit d'une dimension future pour le développement du pays. Et je peux vous donner l'exemple de l'industrie automobile qui a eu un fort essor et qui est devenu le premier
contributeur pour les exportations du Maroc. Nous avons un but et un taux d'intégration élevé pour les objectifs ministériels qui veut atteindre 80% d'intégration, 60%, nous sommes à 60%, mais nous sommes arrivés à un plafond et pour arriver au plafond de 80%, nous devons être à même de produire des composantes qui consomment beaucoup d'énergie. Donc, l'énergie durable est la façon par laquelle nous pourrons être compétitifs sur le marché et atteindre ces hauts niveaux d'intégration. Et nous devons également avoir de l'énergie durable qui a besoin de capitaux. Et le marché de capitaux est là pour pouvoir fournir tout cet appui euh, pour les projets dans ce domaine. Mais je pense que ça a été une période assez mouvementée pour vous. Je pense que le Maroc est ouvert à la finance durable. Au début de vos propos, vous nous avez fait part du fait que vous savez que vous avez l'intention d'adopter, mais faire également attention aux différences régionales et locales. Je me pose la question, y a-t-il des exemples de pression régulatrices qui adviennent de sources extérieures concernant le GES, par exemple? Que pensez-vous qui serait le plus adéquat pour les marchés financiers plus avancés ou moins adéquats? En tant que régulateur et en tant que membre de plusieurs réseaux internationaux qui œuvrent sur la finance durable, euh, nous suivons les tendances et les évolutions internationales. Ce que je peux vous avancer, c'est que nous avons un cadre assez robuste vis-à-vis des émetteurs. Nous avons un cadre assez développé de la façon dont nous devons émettre des titres durables reliés à la durabilité verte et au genre. Et nous avons également une qualification de la crédibilité des émetteurs et des standards internationaux normalement offrent l'avis de deuxième partie de la révision extérieure. Ainsi, nous avons adopté cela. On ne peut pas émettre un instrument financier sans avoir un tiers qui nous offre un deuxième avis. Et nous avons également introduit l'obligatorité de rapport vis-à-vis des émetteurs. Le côté des émetteurs est assez mûr et la prochaine priorité ce sont les émissions, sans avoir les investisseurs qui, pour qu'ils adoptent des facteurs de GES dans leur pratique, et cela sera fait par le biais d'incitations pour qu'ils adoptent ces incitations-là. On va leur donner les orientations nécessaires pour ce faire par le biais de la transparence, de leurs pratiques dans leur domaine. Cela devient donc un facteur de compétitivité. La dissémination, la diffusion de ces pratiques également sera faite par une approche inclusive et nous voulons toujours avoir la collaboration avec plusieurs partenaires, des parties prenantes, qui est clé pour débloquer les opportunités et les fonds. Merci beaucoup. On pourrait passer toute la journée parler avec vous, mais nous allons poursuivre maintenant. Je passe la parole maintenant à Nicolas Mustetea. Nicolas, vous travaillez pour l'institution financière britannique CDC Group. CFDC Afrique, vous êtes au courant des préoccupations vis-à-vis du climat. Est-ce que vous pouvez donner une vision rapide de ce que ce groupe est en train de faire? Merci beaucoup. Bonjour, bonsoir tout le monde. Je pense que la COP 26 pour nous est clairement une priorité
clé, une opportunité pour tout le monde, a vu la raison pour laquelle le rapport est très clair et ce qui est en jeu pour le marché. Un marché dans lequel nous investissons. Donc, nous avons d'abord vu le scénario d'émission zéro. Cela est clair que nous devons répondre à cela avec les exigences. Et une des questions que je voudrais soulever, qui est importante pour le CDC, et aussi l'approche des contextes. Et pour nous, ce qui a été très important, de développer une approche, une stratégie climatique qui reconnaisse que la transformation des marchés où nous investissons en Afrique et qui est différent des marchés développés pour qu'on puisse avoir cette ligne de base de ces émissions et aussi les expositions du changement climatique, les risques climatiques. Et pour ce faire, nous avons lancé notre stratégie de changement climatique l'année dernière qui tient compte du contexte régional, local et établir comment nous voulons appuyer les objectifs des accords de Paris avec ces trois blocs pour avoir un portefeuille et appuyer la transition et le travail des communautés et comment cela pourrait augmenter les investissements vis-à-vis de la résilience. Cette approche est plus ample et qui influence toutes les décisions d'investissement que nous prenons. Par exemple, depuis 2017, nous avons investi à peu près 1,5 milliard de dollars en finances climatiques et fondamentalement, nous avons un engagement de livrer davantage de financement climatique. D'ores et déjà pour 2021, on a établi un objectif de 20% pour que dans des endroits où il y ait un appui à l'aspect climatique. Dans d'autres domaines, nous excluons de nouveaux financements. La plupart de la chaîne de valeur, le secteur qui émet davantage comme les fossiles. Et en tant que nous travaillons de plus en plus avec les entreprises de portefeuille pour faire les adaptations de résilience et nous dirigeons nos financements vers la résilience et quelques investissements que nous avons faits montrent les impacts que le financement vert peut avoir vis-à-vis du changement climatique et dans la vie des personnes. Par exemple, par le biais de nos investissements en des entreprises qui génèrent de l'énergie en Afrique, nous finançons des projets de renouvellement d'énergie comme des parcs solaires au Kenya. Et c'est très important d'augmenter de plus en plus l'innovation dans cet espace des énergies renouvelables. Par exemple, un projet de stockage et de génération d'énergie renouvelable au Mozambique, qui est un des premiers PP privés qui viennent d'être ouverts dans ce domaine de distribution de renouvelables et de stockage. Nous avons aussi le défi de l'accès à l'énergie dans plusieurs pays d'Afrique, ce qui est important pour qu'on puisse aussi appuyer une chaîne de valeur en Afrique pour avoir des investissements. En COP, il y a 2 ans, nous avons investi au Green Planet et il est très important de travailler avec le Royaume-Uni et de collaborer avec les parties prenantes pour augmenter ces finances et financer ces projets pour qu'on puisse tenir compte du changement climatique dans toutes les décisions d'investissement prises pour nous les 10 prochaines années, pas seulement pour nous, mais pour tout le monde, sont essentielles vis-à-vis des actions climatiques et nous sommes vraiment enthousiastes à collaborer et de travailler avec les parties prenantes, les intégrer, avoir une croissance économique en dépit de la réduction des émissions. Merci beaucoup. C'est très important. Ce que je voudrais vous demander, les institutions de développement financier
les chasseurs d'investissement, si je peux ainsi le dire. Je voudrais vous demander si vous avez des preuves de ce secteur plus traditionnel, plus clair, pour ces opportunités de financement. Nous avons encore quelques minutes. Vous pouvez peut-être aborder cette question. Comment nous pouvons en effet diriger ces investissements privés d'un endroit plus facile qui est l'énergie renouvelable et la diriger dans des endroits plus compliqués comme le transport. Et c'est une très bonne question. Je vais essayer d'être assez rapide. En ce qui concerne votre première question, sans aucun doute, nous voyons une augmentation des investissements privés qui entrent dans les secteurs verts dans tout le continent. Un des domaines que je voudrais signaler, les différences claires régionales au sein du continent africain, notamment certains investissements verts qui sont faits le sont au nord de l'Afrique, comme nous avons vu, comme ils travaillent dans le cadre régulateur. Il y a une autre partie dans le sud de l'Afrique, nous avons le Kenya, mais il est important de savoir où nous concentrons ces investissements et nous avons des indicateurs privés qui montrent que ces investissements vont entrer dans des secteurs verts. Il y a des investisseurs qui s'engagent de plus en plus vis-à-vis de l'émission zéro net et il faut que ça soit crédible et traduire l'allocation des fonds vers des actifs verts. Et l'idée est de sortir d'un niche et de fournir les besoins aux pays africains et appuyer la croissance économique. Et je voudrais aussi répondre à votre deuxième question. Comment nous pouvons jouer un rôle vis-à-vis de l'investissement euh, pour être au-delà. Il y a des différences très claires en ce qui concerne les énergies renouvelables et en grande échelle, les EPP privés qui sont localisés au nord de l'Afrique, au Maroc, en Afrique du Sud, en Égypte. Mais nous voyons également une augmentation du marché, comme en Tanzanie, le Mozambique, au Kenya, Uganda. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup d'autres nécessités de capitaux, de, de renouvelables. Je parle aussi dans ce secteur des renouvelables et il y a un rôle clé à jouer, comme le programme dont je viens de parler de renouvelables. Mais nous avons aussi des investissements intéressants dans le domaine de la transmission. Euh, Ceci dit, je pense que nous devons augmenter les investissements verts et c'est pour cela que notre stratégie a été lancée l'année dernière et qui établit les opportunités que nous pouvons saisir dans ce domaine. Nous avons, par exemple, des priorités comme la réforestation, la sylviculture, les édifications vertes qui aident vis-à-vis de la décarbonisation. Et nous avons analysé cette diversité verte en Afrique, mais nous avons aussi, par exemple, la fabrication de matériaux, d'édification, électrification des transports, un autre domaine de services financiers et l'importance de ces services financiers est d'appuyer la décarbonisation de l'économie réelle et nous avons augmenté la possibilité de prêts aux institutions financières et d'explorer comment on peut soutenir le commerce vert par le biais de nos installations financières. Et nous avons un dernier domaine, l'adaptation et la résilience, qui, à mon avis, est un des sujets qui est en discussion il y a très longtemps et qui a des besoins d'investissement. Ce n'est pas un sujet nouveau, cependant, c'est une priorité clé pour nous. L'année dernière, nous avons fait une collaboration d'adaptation à la résilience au sein du G7 pour canaliser plus d'investissements dans ce domaine. Merci beaucoup, Nicolas. En effet, nous avons plusieurs défis sectoriels et régionaux à relever. Je vous remercie vraiment de votre contribution. Très bien, nous allons maintenir le même décalage horaire. Nous passons maintenant à Emmanuel. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Emmanuel travaille pour le FMPQ. Il est premier vice-président. Et je voudrais donc que vous nous expliquiez le rôle
de ce type d'infrastructure vis-à-vis du soutien au financement vert? Merci beaucoup, Marc. C'est très intéressant de prendre part à cette discussion de ce panel si important. Ce que je voudrais vous dire, c'est que nous avons un indicateur, le FMDQ. Nous avons 4 filiales outre les exchanges, le bourse de valeur. Nous avons la partie de compensation. Nous avons aussi une entreprise de technologie et pour répondre à la question au sujet du rôle de l'infrastructure moderne de l'espace vert, une des choses que nous avons fait depuis 2017, nous pouvons citer parmi elles le lancement d'un comité vert qui a été lancé par le trésorier à Lagos et au Nigeria. Nous avons un partenariat aussi avec 2 associations pour développer un programme d'obligations vertes qui existe déjà il y a 3 ans et pour appuyer les émetteurs et appuyer aussi les émetteurs souverains d'instruments verts. Nous avons fait des partenariats avec plusieurs ministères, un pacte CAPEX, pour rassembler un pipeline de projets pour assurer le soutien financier dans le cas des obligations vertes, 56 millions d'émissions dans l'espace souverain et entrepreneurial. Après, je pense que vous allez entendre plus d'informations à ce sujet, mais il faudrait donc créer l'environnement, le milieu pour que les investisseurs puissent être appuyés, que les émetteurs puissent travailler main dans la main. Nous faisons des formations, développement de marché et aussi pour la plateforme afin de permettre cette augmentation et la bourse de valeur. Il y a des services complémentaires aussi qui peuvent être offerts et nous pouvons créer un écosystème capable d'augmenter, d'améliorer, de promouvoir les émissions vis-à-vis des financements verts au Nigeria. Et ça, naturellement, c'est très important car nous avons 2 rôles à coordonner et émettre des produits. Lagos est une des villes les plus vulnérables du monde et j'ai lu récemment que le risque financier lié à Lagos est à peu près 20 milliards de dollars. Ma question pour vous est que comment attendez-vous à attirer des investissements privés pour avoir affaire à cela? Oui, Lagos est une des villes du monde qui ont été identifiées, qui a ce niveau de CO2 faible. Et nous avons donc ce risque tout au long des 40 prochaines années. Nous courons le risque de cette augmentation de ce niveau. C'est pour cela que le FMDQ a un partenariat avec le gouvernement et le secteur privé. Par le biais de ce partenariat, veut reconcentrer les marchés financiers, les banques, qui sont des acteurs clés dans cet espace financier pour que l'on puisse lever des financements pour les projets verts. Comme je l'ai dit auparavant, la plupart des grandes banques recherchent des investissements et allouent ces fonds sur les côtes et nous avons le risque de la transition ainsi que toute l'exposition. Et il y a une forte partie pour ce secteur, le secteur de risque de transition qui a été identifié comme l'un des problèmes du changement climatique.
Notre rôle est de rassembler les parties prenantes, surtout du secteur privé, pour comprendre tout d'abord le risque et ensuite répondre aux besoins et placer leurs fonds pour appuyer les émissions, pour résoudre le problème climatique. Il y a cette exigence d'avoir affaire au changement climatique, comme je viens de le dire. Lagos a en effet une partie très importante, détient une partie très importante du PIB du pays, mais nous avons entamé des efforts tout au long des dernières années de sorte à augmenter nos efforts pour attirer l'attention des investisseurs privés qui sont ceux qui sont impliqués en ce moment et pour de faire en sorte d'attirer cet appui et des fonds pour qu'ils puissent investir dans des instruments, des solutions vertes. Et c'est justement ce que nous faisons à FMDQ. Nous appuyons justement l'établissement de centres financiers comme une partie justement de cette intégration du capital. Merci beaucoup. Je vois que vous êtes également le secrétaire, en plus de FMDQ, d'autres institutions. Merci beaucoup. C'est un grand rôle que FMDQ a joué. Nous avons 2 minutes pour vous encore. Vous avez parlé du risque de transition et c'est une économie extrêmement liée au pétrole. Alors, vous pensez que les incitations sont suffisamment fortes et pensez-vous que nous devrions contempler l'utilisation de la législation pour faire ces transitions? Je pense que c'est une excellente question. En fait, les incitations, les stimulus ne sont pas suffisants pour traiter ce genre de défis auxquels nous devons faire face au Nigeria. Et une de nos conversations a parlé justement du changement des impôts également. Il nous faut changer un peu le marché sur ce point. Mais nous avons vu que ce n'est pas suffisant encore. En plus de cela, en plus d'avoir un changement dans les impôts, il faut vraiment voir comment, si c'est mis en pratique, si les acteurs principaux sont en train de répondre à ces impôts et quel est l'impact. Alors, en plus de cela, il faut vraiment commencer par l'éducation de la communauté, comment faire des changements dans les actions et les actions quotidiennes et comme cela affecte l'environnement. Alors, nous voulons commencer à partir du niveau le plus basique de l'éducation pour créer des connaissances et des capacités que les gens puissent vraiment comprendre l'impact de leur action sur l'environnement et l'effet à long terme sur la durabilité et le développement du pays. Nous commençons donc à travailler sur cette capacité en éduquant les personnes déjà à partir de l'école et en sensibilisant les gens. Quand les gens sont sensibilisés, ils changent leurs actions et cela aidera le Nigeria à remplir ses engagements par rapport au développement durable. Merci beaucoup. Tant de choses à faire et si peu de temps pour le faire. Alors, beaucoup de chance pour cela et pour réconcilier tous ces problèmes avec le développement durable. Nous allons passer la parole à Lycée avec Amanish a pensé cela a déjà un certain temps avec les gens pour la coalition pour la transition. Manisha, merci de vous être joint à nous. Quand nous pensons à propos des investissements verts et de l'économie verte et la transition, etc., qu'est-ce qui est important par rapport aux villes? Merci beaucoup, Marc, de m'avoir ici. Je vais commencer par ce que Nicolas vient de mentionner, le dernier rapport de Climate Mountain. Nous avons besoin d'avoir des reportings qui soient clairs. Nous n'atteindrons pas le 1,5 degré ou même les 2 degrés. Mais nous devons vraiment travailler sur les villes pour pouvoir faire ce changement. Nous avons toute une gamme de solutions qui sont disponibles du point de vue transport, collecte des déchets et d'autres actions qui réduisent de près de 90% les émissions
jusqu'à 2050. Quand nous parlons des villes sur le continent africain, ces solutions doivent présenter des opportunités également et elles nous aident justement à résoudre beaucoup des défis que les gens trouvent dans les villes. Par exemple, la pollution de l'eau, de l'air, des déchets. Nous essayons justement d'améliorer le trafic également et de donner des services de base d'une façon efficace. Les statistiques nous disent que la population urbaine dans le continent africain s'est accrue de 2000% en 1950 et 2015. Et nous voyons donc 1 milliard de plus de personnes dans le continent, sur le continent, jusqu'à 2050. Nous avons déjà un grand retard du point de vue infrastructure et nous aurons besoin de plus d'infrastructures pour servir cette population. Alors, ce que nous espérons, c'est que justement les investissements verts vont nous aider à résoudre ce retard dans l'infrastructure et nous aider à être plus productifs d'une façon moins chère également. Merci beaucoup. Véniche, nous voulons justement emphasiser, souligner que justement les villes sont l'endroit où le public et le privé se joignent pour améliorer et nous allons parler beaucoup de cela. C'est tout à fait lié avec le sujet de cette séance, justement, la collaboration avec les parties prenantes privées. Votre organisation travaille justement sur les villes récemment et il s'agit justement de vendre la partie économique pour les investissements dans le vert et pour les innovations. Quelles sont ces innovations que vous pensez pouvaient aider justement à développer ces solutions pour les villes? Je comprends le fait que les villes sont les endroits où il faut investir. Ce sera difficile cependant d'obtenir cet argent pour ce genre de secteur lié aux villes. Alors, qu'en pensez-vous du secteur vert? Marc a parlé de Lagos et les chiffres sont vraiment incroyables. Le fait est que les hubs du continent et 16 capitales en Afrique sont en extrême risque d'être affectés par les changements climatiques et il nous faut travailler sur elles très rapidement pour les rendre résilientes. Nous n'allons pas faire de cela un succès si nous ne travaillons pas avec le secteur privé. Cependant, il y a beaucoup d'obstacles sur ce point. Et il ne s'agit pas seulement de résilience. Il y a beaucoup de barrières qui s'appliquent à l'infrastructure d'une façon générale. De façon générale, nous avons beaucoup de villes qui ont des déficits budgétaires. Elles n'ont pas des sources de revenus qui soient fiables ou constantes. Elles ont des problèmes gouvernementaux qui empêchent les villes d'avoir leurs propres revenus et de les trouver elles-mêmes. Nous avons beaucoup de problèmes dans ce sens et nous avons des groupes qui contrôlent les services offerts dans ces villes. Dans cette situation, nous amenons le concept de résilience face au changement climatique qui est souvent dévalué, et sur ce point, les sources de financement pour les projets sont difficiles à trouver parce que les villes ne peuvent pas montrer des arguments aux gouvernements centraux pour investir sur cette infrastructure de base. Donc, cela crée des problèmes. Cela nous remet toujours au défi également de la préparation et capacité technique pour les budgets. On nous demande de préparer des budgets et de montrer la résilience climatique et les composants de cette résilience dans l'infrastructure. Les villes, donc, peuvent montrer peu de projets pour le secteur privé et pour l'encourager à investir. Marc, vous êtes débranché. Nous allons lancer ce rapport dans un mois environ. Je ne veux pas citer trop de choses, mais qu'est-ce que vous avez trouvé intéressant dans les conclusions? Notre rapport a identifié comment les actions par les gouvernements locaux peuvent aider dans les investissements des villes, surtout pour le secteur privé. Nous avons vu également des instruments de financement qui peuvent être utilisés pour investir dans l'infrastructure verte.
basé justement sur les régulateurs et les structures financières. Nous avons vu que toutes les villes peuvent attirer des investissements privés. Ce qui m'a enthousiasmé le plus, c'est le point que nous avons dans le rapport sur les bénéfices économiques de ces investissements. Nous avons contemplé 3 pays, le Kenya, l'Afrique du Sud et l'Éthiopie, qui sont des populations diverses et des différents états de développement économique. L'analyse a montré que dans 35 principales villes dans ces pays, les investissements propres peuvent livrer 3 trillions de dollars de bénéfices économiques jusqu'à 2050. Et je me demande, et je continue de penser, que nous avons 54 pays en Afrique, 6 gouvernements nationaux, et les villes peuvent commencer à travailler ensemble pour livrer ou travailler cette opportunité verte que nous avons ou financer justement ces projets, surtout à partir du secteur privé. Ce ne sera pas une source de soucis. Nous pourrons vraiment faire que cela ait lieu. Basé sur cette note très positive, je vous dis que c'est très cher, mais que les bénéfices économiques sont très grands. Donc, il nous faut centrer notre attention sur cela et chercher comment nous pourrons trouver l'argent pour cela. Je vous remercie beaucoup de votre intervention et de votre travail ces derniers mois. Et je vais maintenant parler à Peter, qui est au Kenya. Et je dois dire que le Kenya a été vraiment très actif et est à l'avant-vague justement de ces changements climatiques, de cette lutte contre les changements climatiques ces dernières années. Et nous avons perdu justement des terres déjà au Kenya et je vais le remercier de s'être rejoint à nous et je vais lui demander sur la situation actuelle du Kenya par rapport aux objectifs à être déterminés par le pays et combien de NDC doivent être financés par le secteur privé au Kenya. Merci beaucoup, Marc et mes chers collègues. Je suis heureux de voir l'équipe ici de CBI qui est ici avec nous. Et c'est vrai, dans notre NDC mise à jour que vous avez soulevé, nous avons déjà augmenté nos ambitions depuis les derniers NDC qui ont été où nous sommes engagés de réduire nos émissions de 10% jusqu'à 2050, mais également, comme le Kenya, est notre responsabilité. Le pays est un des plus vulnérables et le problème du changement climatique au niveau local est très important. Nous avons mis à jour nos NDC et augmenté nos ambitions jusqu'à 32% et de réduction de l'année également. Nous avions déterminé justement une période plus longue pour ces 30%. Maintenant, la raison dont nous avons fait cela, c'est que nous sommes vraiment engagés. Nous sommes parvenus à développer des paramètres. Nous avons déjà les politiques pour faire ce changement et nous avons élaboré vraiment une planification très bonne en utilisant de 2 à 3% de réduction tous les ans jusqu'à ce que nous atteignions nos objectifs. Les NDC qui ont été établis et qui sont ambitieux ont dicté environ 2 milliards de dollars américains pour financer notre changement et nos besoins pour les changements climatiques. Mais le Kenya s'est déjà également engagé que le gouvernement a déjà 22%, 22 à 30% qui ont été engagés et nous attendons également des investissements étrangers qui sont en ligne avec ce qui a été développé dans les conférences et nous sommes engagés à supporter les districts en mobilisant justement les forces pour cela. Donc, en employant 130 milliards, nous parlons là de millions de dollars par an jusqu'à 2020. Jusqu'à 2030, nous voulons augmenter cela pour atteindre notre ambition et notre objectif de zéro net. Et
Nous parlons également d'environ 6 milliards de dollars par année. Le gouvernement s'est déjà engagé à 30 ou 40% de cette somme. Et nos partenaires dans le développement du secteur privé et de l'étranger sont en train de se mobiliser pour cela parce que le Kenya est l'un des pays pionniers dans ce sens et dans la décentralisation pour faire face au changement climatique, ce qui permet à nos partenaires, comme j'ai été très heureux d'entendre les mots de Manisha, et savoir qu'il va y avoir un très grand retour des investissements pour le secteur privé. Répondre à ces impacts, réagir à ces impacts va exiger un grand volume de ressources et nous aurons besoin du secteur privé pour faire cela. Seulement 30% au maximum peut venir du gouvernement et c'est en fait lié aux besoins récurrents et lié à la responsabilité sociale. En cherchant à appuyer le gouvernement dans la mise en pratique des politiques efficaces dans ce sens, nous avons un facteur important. Nous avons vu qu'il nous faut créer des lois d'incitation fiscale, mais nous avons vu qu'il y a encore beaucoup à faire. Il nous faut nous demander comment donc établir un programme de crédit et de prêt pour le changement climatique. L'argent qui à être utilisé pour le Kenya entre 2030 et 2050 va exiger une action efficace et coordonnée de part du gouvernement. Il nous faut également de l'appui du secteur privé qui, cependant, doit avoir confiance de ce que cet argent va être bien investi et donner des retours. Et il nous faut cependant avoir cet argent justement pour pouvoir construire cette infrastructure qui est nécessaire pour permettre cette transition et faire face aux impacts. Cela sera fait par la création d'une banque d'investissement vert qui nous permettra de parvenir à nos objectifs de 2030. Ce qui passe donc au Kenya, c'est que nous faisons beaucoup de choses positives pour rendre cet investissement possible. Nous avons déjà un plan pour faire face au changement climatique. Nous sommes en train de travailler sur un cadre normatif. Nous avons été un des premiers pays à lancer une politique pour le changement climatique. Tout cela, cependant, est insuffisant et il nous faut travailler de plus en plus pour former le gouvernement et tout le pays pour atteindre nos objectifs et notre plein potentiel d'émissions d'obligations vertes. Il nous faut avoir une dette verte et il nous faut avoir l'aide des pays développés, mais il nous faut penser à des façons plus créatives de mobiliser ces finances vertes et ces finances durables à la bonne échelle pour répondre à ces changements climatiques et réduire nos émissions au-dessous de 2 degrés. Il nous faut de nouveaux systèmes, de nouvelles politiques, de nouveaux incentives, de nouveaux encouragements qui nous permettront d'atteindre nos objectifs. Peut-être que ce n'est pas correct de dire que tous les pays d'Afrique sont aussi avancés que le Kenya. Nous avons des législateurs et des cadres régulatoires. Que pensez-vous pourra être fait pour que les autres pays fassent des progrès et soient au même niveau? Parce qu'en fait, c'est un problème mondial. Ce n'est pas suffisant que le Kenya solutionne ces problèmes. Alors, qu'est-ce qui doit être fait pour augmenter la collaboration régionale? Je dirais qu'il nous faut sensibiliser les gens. Et il faut sensibiliser les gens aux risques pratiques et aux besoins urgents de faire des changements. Ça doit être fait de tous les côtés. Ça doit commencer par le développement de politiques, mais par rapport à la mise en pratique, il est important également que les gens se rendent compte
que c'est important, que les gens sont affectés par les changements climatiques. Et ce que nous voulons faire maintenant, c'est justement réunir ces actions de sensibilisation de tous les côtés doivent être faites conjointement. Ces actions locales ont besoin d'une coopération et d'une interaction entre les pays, une plus grande intégration, je dirais, ce qui permettra que l'Afrique évolue ensemble. Oui. C'est pour ça qu'en fait, nous sommes en train de créer cette coalition africaine de financement vert. Nous allons apprendre de nos collègues, de nos voisins, établir de bonnes pratiques et ce parcours que nous allons suivre, en fait, sera parcouru ensemble, les mains jointes. Et nous avons déjà dépassé cette étape où nous suivions les pays des autres, pas des autres pays. Je vois que beaucoup de choses sont en train de faire par le Nigeria et nous allons cheminer avec le Nigeria dans le sens de réduction des émissions et dans l'émission de ces obligations vertes. Je veux savoir ce que Nigeria, le Mozambique, le Maroc sont en train de faire. Ensemble, nous allons former cette coalition de pays et de personnes pour travailler ensemble et avancer ensemble et développer cela. C'est pour ça que je suis un des fondateurs de ces plateformes qui va nous permettre de faire pression sur les hommes politiques et sur les marchés pour travailler ensemble. Il va forcer les parties prenantes à agir. Nous aurons ces promoteurs d'une économie verte sur tout le continent. C'est pour cela que nous décentralisons le financement vert au niveau local. Nous pouvons vraiment maintenant travailler ensemble à plusieurs niveaux. C'est une conférence sur les obligations souveraines vertes. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose de plus? Oui, je vais le dire. Kenya va lancer l'une des obligations souveraines vertes les plus importantes, qui va être vraiment un benchmark, une référence. Nous avons une obligation verte. Nous avons déjà fait des accords avec les organisations en Afrique et nous allons donc give the world the presence that they are responsible to tackle the projects which are delivering climate building resilience, tracking the proceeds, ensuring that those which are got go to the right building and reducing the mitigation. We are there now. Our second opinion is very clear. And finally, I saw a good response from the transport infrastructure. They now want to work with us through the sovereign green bond, and we are coming. Et nous allons donc suivre, comme je l'ai dit tantôt, toutes les normes et les cadres établis. Je peux dire aux participants de cette conférence que ça a été vraiment un lancement. Vous venez d'entendre notre collègue quand vous venez de le faire maintenant. Et c'est un vrai lancement. Je voudrais maintenant inviter, comme nous avons peu de minutes avant de terminer, je voudrais demander aux autres panélistes qui donnent des commentaires pour conclure cette réunion. Et je voudrais donc inviter FSD Africa à dire quelques mots. Je voudrais répéter que ce qui a été dit par le collègue ici est extrêmement important et que nous sommes en train de parcourir un bon chemin ensemble. Il y a encore beaucoup de travail à être fait, comme nous avons pu le voir, et nous sommes tous très intéressés et prêts à faire face à ces challenges. Ensemble, je reconnais l'importance de cette collaboration et que c'est une composante centrale de notre travail. Et je voudrais ajouter que je veux souligner cet engagement que nous avons
pris pendant la COP22 dans le sens d'avoir toutes les agences régulatrices d'Afrique de travailler ensemble pour créer des règles de financement durable dans le continent. Merci beaucoup à tous les panélistes pour cette opportunité d'être ici aujourd'hui. Merci beaucoup, Yasser. Merci beaucoup, Marc. Merci beaucoup à tous les intervenants. L'enthousiasme que nous avons vu ici est vraiment contagieux et je pense que nous avons eu une excellente représentation ici sur comment la collaboration des parties prenantes peut vraiment être un stimulus pour le financement privé. Et j'ai trouvé extrêmement important le fait de souligner ce besoin de coopération internationale tout en reconnaissant les différences entre les pays et comment nous devons prendre en compte ces différences quand nous parlons de changement climatique. Et je voudrais revenir au point du besoin d'avoir plus d'investissements pour l'infrastructure comme les transports, comme l'agriculture et également l'investissement en adaptation et résilience qui sont extrêmement importantes. Je pense que ça a été un panel très intéressant. Je remercie Marc et tous ceux qui étaient ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Emmanuel, est-ce que vous voulez ajouter quelques mots? Vous avez des réflexions sur ce qui a été dit? Oui, merci beaucoup, Marc. Je pense que ça a été une séance qui m'a vraiment enthousiasmée, très intéressante. Et je reconnais que nous avons un vrai challenge devant nous. C'est une mission que nous avons. Nous avons déjà une très bonne relation avec quelques-uns de nos collègues, surtout Maroc. Nous voulons continuer à travailler en partenariat avec tous ces collègues et nous prétendons en fait lancer ici au Nigeria dans notre bourse des obligations vertes. Ça va être créé à Lagos et nous voulons annoncer ce lancement qui va être fait très bientôt. Cela va nous permettre de nous concentrer sur ces instruments verts qui seront également une preuve de notre engagement par rapport à cette économie verte. Je veux remercier CBI et tous nos collègues qui sont ici présents, ainsi que vous, Marc, sur ce panel pour l'Afrique, et vous inviter à participer de cette coalition pour une Afrique plus verte. Manisha, vous avez 1 minute pour conclure. Merci beaucoup, Marc. Je veux conclure par quelques mots en disant que nous avons ce rapport qui va être lancé très bientôt. Je veux encourager tout le monde à le lire et voir le financement climatique. Les gouvernements ne seront pas capables de tout payer, tous ces financements climatiques. C'est donc très important que le financement privé fasse partie de nos plans. Et il y a déjà des instruments financiers qui permettent que cela soit fait. Je ne vais pas en parler davantage parce que j'espère que vous tous le lirez très bientôt. Mais je pense que nous aurons beaucoup d'informations intéressantes. C'est vraiment un apéritif intéressant. Vous avez le dernier mot là, Peter, si vous voulez dire quelque chose, si vous voulez nous animer davantage. Oui, merci beaucoup pour avoir organisé ce panel comme, avec des personnes de plusieurs parties de l'Afrique. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il nous faut augmenter nos efforts et parcourir ensemble ce chemin et faire cela avec l'appui de FC, de la CBI, de l'Afrique entière. Nous ne devons pas perdre courage. Nous avons fait déjà beaucoup de bonnes choses et il nous faut continuer à travailler ensemble. Comme gouvernement, nous allons nous assurer que le secteur privé vraiment va pouvoir s'intéresser à ces nouvelles obligations vertes. Nous allons donc lancer nos titres souverains. Comme je l'ai dit, ça n'a pas été facile. Nous allons finalement le faire. Alors, je veux inviter le Maroc, le Nigeria à travailler ensemble avec le Kenya pour augmenter ces mécanismes, cette coalition de financement verte africaine pour que nous puissions élargir
et amplifier notre voix sur le marché ainsi que notre présence sur ce marché. Merci beaucoup, Peter et tous les autres intervenants. Je n'ai malheureusement pas le temps de résumer ce qui a été dit, mais je pense que le thème central de ces derniers commentaires est qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais l'important, c'est de le faire. Et il y a déjà beaucoup de choses que nous pouvons faire encore mieux, et nous ne devons pas nous effrayer par la taille de ce défi. Commençons ensemble pour avoir des résultats positifs. Merci beaucoup à tous et merci à CDI, à tous les panélistes. Ça a vraiment été une conversation fantastique. Merci, au revoir. Au revoir, merci beaucoup.